Bon, mes chers amis, je pense qu'on va pouvoir commencer cette cérémonie, si vous le voulez bien. Monsieur, il est où? Je ne vois plus. Monsieur le Président Ollier, je ne vous vois plus. Ah, voilà, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chère Sandrine Bonner, Braun, c'est un nom qui n'est pas anodin pour moi. Pourtant, je tiens à vous le dire et à vous le garantir, il n'y a aucun lien de famille entre Madeleine Braun et moi. Juste une communauté de destin, puisque ce fut elle qui, le 30 juillet 1946, fut la première Française à monter au perchoir pour présider une séance de l'Assemblée nationale. Les archives de l'Assemblée conservent une série de photographies de l'événement. Sur la dernière, la vice-présidente Braun essuie discrètement une larme d'émotion. Ce jour-là, en accédant au fauteuil présidentiel, elle a conscience de vivre et d'incarner une mutation majeure de la vie politique française. Madeleine Braun est née Madeleine Veil, le 25 juin 1907 à Paris. L'année précédente, une proposition de loi a été déposée pour reconnaître le droit de vote aux femmes. Mais il faudra 13 années et une première guerre mondiale pour que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour dans cet hémicycle. Madeleine a 11 ans quand, le 20 mai 1919, les députés votent à une large majorité cette proposition de loi, que le Sénat, ensuite, refusera d'examiner jusqu'à la fin de la Troisième République. Madeleine a 17 ans lors des municipales de mai 1925, quand les communistes présentent des candidates sur leur liste. Quelques-unes proclamées élues seront ensuite invalidées. Mais pendant quelques semaines, elles auront siégé, parlé, voté, montré leurs compétences et leur force de conviction dans plusieurs conseils municipaux. À cette époque, toutefois, la jeune Madeleine est encore loin du communisme. Son père, Albert Veil, est directeur de société. Sa mère, Gabrielle Hirsch, artiste peintre. C'est donc dans un milieu bourgeois, très parisien, que grandit la jeune Madeleine. Après la faculté de droit de Paris, elle épouse à 23 ans un homme d'affaires, Jean Braun, qui devient ensuite administrateur délégué de la société parisienne de verrerie. Mais Madeleine Braun est indépendante. Pas question de rester inactive, sans utilité sociale ni revenu personnel. Son beau-père, Salomon Braun, lui confie le soin d'organiser le service social de l'hôpital qu'il dirige. C'est là que la jeune femme prend pleinement la mesure de la détresse sociale qui frappe certains de ses contemporains. C'est là qu'elle s'insurge contre l'injustice sociale. C'est là qu'elle commence à lutter contre les inégalités. Or, cette femme de gauche voit partout autour d'elle, en Italie, en Allemagne, en France aussi, monter des mouvements populistes qui prospèrent sur cette détresse sociale, prétendant lui trouver remède dans la xénophobie, l'antisémitisme et la dictature. Démocrate et pacifiste, elle décide d'agir contre la montée du fascisme et les risques de guerre. Membre du comité directeur du mouvement Amsterdam-Pleyel, aux côtés de Romain Rolland et d'Henri Barbus, elle devient secrétaire générale du Comité international de coordination et d'information pour l'aide à l'Espagne républicaine, quand la rébellion du général Franco met en péril la République démocratique née de l'autre côté des Pyrénées. Malgré le danger, cette femme engagée séjourne plusieurs fois en Espagne pendant la guerre civile. Dans le soutien à la République espagnole, puis l'aide aux réfugiés antifranquistes, elle fait l'apprentissage de la clandestinité, tissant des réseaux qui vont se révéler utiles en France quand les armées de l'Allemagne hitlérienne submergent le pays. Vient alors le temps des persécutions,
des rafles, des déportations, voulues par l'occupant, mais aussi, ne l'oublions jamais, par les autorités collaborationnistes de l'État français. Sous l'occupation, on retrouve Madeleine Braun à Lyon, où elle s'engage dans la résistance, établissant des liaisons périlleuses entre communistes et gaullistes. Elle-même adhère au Parti communiste en 1942. Rédactrice du Patriote en zone sud, elle devient directrice de ce journal à la Libération de Lyon. Son courage lui fait mériter la paix revenue, la rosette de la Résistance, la croix de chevalière de la Légion d'honneur et la croix de guerre avec palme. Le 8 novembre 1944, elle est désignée comme déléguée à l'Assemblée consultative provisoire, le Parlement de la Résistance. Les Françaises, depuis l'ordonnance du 21 avril 1944, signée par le général de Gaulle, sont désormais électrices et éligibles. Aux élections pour l'Assemblée nationale constituante de 1945, Madeleine Braun figure sur la liste communiste en 4e position dans la 6e circonscription de la Seine, recouvrant les communes de Saint-Denis, d'Aubervilliers, de Pantin, de Noisy-le-Sec, de Montreuil et de Vincennes. À la proportionnelle, Madeleine Braun est élue. Elle fait partie de ces 33 premières femmes membres d'une assemblée parlementaire française, que leurs collègues masculins appellent encore les députettes, non sans une certaine condescendance. Députée active, Madeleine Braun est réélue à la Constituante de 1946, puis à la première Assemblée nationale de la 4e République. Et surtout, le 14 juin 1946, elle est élue vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante. Madeleine Braun sera une vice-présidente appréciée et respectée. 4 fois réélue à cette difficile fonction, elle présidera toujours avec efficacité et impartialité, en un temps où les polémiques sont vives et où son groupe, à partir de 1947, mène la vie dure au gouvernement. Comme femme politique et comme avocate, je salue sa proposition de loi tendant à faire admettre les femmes à égalité de titres à toutes les fonctions publiques et professions libérales. Madeleine Braun propose aussi de préciser par la loi la nullité des actes de spoliation accomplis sous l'occupation et de créer un véritable statut des étrangers vivant et travaillant en France. Particulièrement attentive au sort des réfugiés espagnols, elle ne manque pas l'occasion de rappeler que certains d'entre eux ont combattu dans les rangs de la résistance française intérieure et de la France libre, contribuant à libérer notre territoire. Elle pense aussi à eux et à tous leurs frères d'armes lorsque le 8 mai 1947, du haut du perchoir, elle rend hommage à l'ensemble des forces qui ont triomphé du nazisme, à tous les soldats avec ou sans uniforme qui ont sauvé la démocratie. Dans ce monde d'après-guerre où se redessine la carte du monde, elle suit avec intérêt le mouvement sioniste. Le 30 juillet 1947, un an jour pour jour après son accession au fauteuil présidentiel, elle dépose ainsi une proposition de résolution tendant à inviter le gouvernement à prendre toutes initiatives permettant de résoudre le plus rapidement possible le problème tragique de l'Exodus. Ce navire qui erre alors en Méditerranée, avec à son bord 4500 rescapés de la Shoah qui cherchent une nouvelle patrie en Palestine, encore sous mandat anglais. À l'époque, la gauche regarde avec sympathie ces réfugiés, tout comme l'expérience des kibboutz et l'ensemble des mouvements qui vont donner naissance à l'État d'Israël, dont l'URSS est d'abord l'allié. Pourtant, à la fin du règne de Staline, un raidissement vise bientôt les intellectuels juifs et les anciens des brigades internationales soupçonnés de déviation titiste. Madeleine Braun reconnaît avoir omis de signaler ses contacts avec l'Américain Noel Field, rencontré lorsqu'elle soutenait la République espagnole. La résistance, la pionnière, se trouve soudain soupçonnée de trahison. En Hongrie, à l'issue d'un simulacre de procès, le dirigeant communiste László Rajk est pendu, lui aussi qui fut en lien avec Field. En Tchécoslovaquie, où Madeleine Braun l'a rencontré, Arthur London subit les épreuves qu'il relatera dans son livre « L'aveu ». Dans ce contexte, Madeleine Braun et son mari connaissent une longue disgrâce. Aux élections législatives de 1951,
la première femme à avoir présidé une séance parlementaire, ne figure plus sur la liste des candidats. Militante disciplinée, Madeleine Braun accepte le châtiment qui la frappe, sans cacher le déchirement qu'il représente pour elle. Après la mort de Staline, après l'orage, les accusations qui la visaient sont bientôt oubliées. Madeleine Braun n'aura plus de mandat électif, mais auprès d'Aragon, durant près de 30 ans, la voici qui met ses talents au service de la presse et de l'édition communiste, au sein des éditeurs français réunis et de la prestigieuse revue Europe. Quand elle s'éteint, le 22 janvier 1980 à Saint-Cloud, le monde est en train de changer. Les deux blocs se lézardent, l'URSS n'est plus un modèle et la déstalinisation semble acquise. Reuck a été réhabilité, l'aveu est adapté à l'écran par Costa Gavras et les communistes français font pleinement partie de notre arc républicain. De Madeleine Braun, je retiendrai surtout 2 engagements majeurs qui justifient aujourd'hui l'honneur d'une plaque au Palais Bourbon. Son antifascisme et son féminisme. 2 combats qui se rejoignirent dans la résistance. Et pour en rendre compte, avant de dévoiler la plaque, je voudrais vous faire entendre 2 beaux textes de Madeleine Braun. Sandrine Bonner a accepté de nous les dire. J'en suis très honorée. Notre assemblée, je le sais, s'associe à moi pour vous le dire, madame. Et c'est bien volontiers que je vous cède la parole. Bonjour. En 1947, le 8 mai, n'était pas encore jour férié. Madeleine Braun, qui préside les débats de ce jour-là, ouvre la séance par un hommage à l'ensemble des forces qui combattirent le nazisme. Mes chers collègues, il y a 2 ans, la France et ses alliés fêtaient officiellement la défaite hitlérienne. Les députés se lèvent. Les députés se lèvent. Très bien. Vous pouvez vous rasseoir. Dites donc, on y prend goût, hein. Aujourd'hui, 8 mai 1947, notre pensée se tourne avec gravité et reconnaissance, d'abord vers les morts dont le sacrifice suprême a permis à notre pays de retrouver avec sa liberté sa place dans le monde et son rayonnement, vers tous ceux qui ont compris que l'asservissement de la France leur enlèverait leur raison de vivre et qui ont préféré le combat et la mort à la servitude. Notre pensée va à tous les soldats, avec ou sans uniforme, de l'armée, des forces françaises de l'intérieur, des forces françaises libres, des peuples de l'Union française, restés fidèles à la véritable et traditionnelle France démocratique, au peuple de France qui, dans son ensemble, par son insurrection nationale, a su regagner l'indépendance et le prestige français. Et c'est une pensée de gratitude et un hommage d'affection reconnaissante que nous offrons en ce jour à tous nos alliés, dont l'offensive convergente a abouti à arracher du cœur même de l'Allemagne la croix gammée hitlérienne. Au débarquement des troupes anglaises, américaines et françaises en Normandie et en Méditerranée, suivi du passage du Rhin, répondait l'entrée des troupes soviétiques à Berlin et à Vienne. C'était la victoire qui marquait la défaite militaire du nazisme. C'est encore au peuple libéré du monde entier qu'il appartient de faire périr, jusque dans leurs racines les plus profondes, tous les vestiges du fascisme qui peuvent subsister. Et c'est une tâche qui nécessite l'effort et la décision de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté.
les forces conjuguées des Alliés ont permis la victoire. Leur union est aussi nécessaire pour gagner la paix et pour installer solidement et étendre la démocratie dans le monde. Nous sommes en droit de penser que, forgée dans la souffrance et dans la grande peine, cette union des républicains de notre pays peut et doit se continuer et se renforcer pour permettre, après la victoire des armes, la renaissance de notre patrie. Applaudis sur tous les bancs. Madeleine Braun est une présidente de séance respectée, qui incarne l'un des principaux acquis de la libération. Compte tenu du rôle joué par les femmes dans la résistance, les Françaises sont devenues électrices et éligibles. Par une proposition de loi co-signée par toutes les femmes de son groupe, Madeleine Braun a aussi demandé le 11 janvier 1947 l'égalité d'accès aux fonctions publiques et aux professions libérales. Mesdames, Messieurs, chers collègues, jusqu'à ce que la Constitution nouvelle ait été adoptée, donnant l'égalité dans tous les domaines aux femmes et aux hommes, un nombre important de carrières était fermé aux femmes. Il nous a paru opportun de régulariser cette situation d'une façon générale, sans qu'il soit nécessaire de faire déclarer cette égalité par une loi spéciale dans chaque domaine. C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter la proposition de loi ci-après. Article unique. L'accès de toutes les fonctions publiques et de toutes les professions libérales est ouvert à égalité de titres et de conditions aux hommes et aux femmes. Je vous remercie. C'est bien sûr un hommage à Madeleine Braun, à toutes les femmes. En tant que simple messager et simple actrice, je tiens à souligner et à dire que tant que la journée de la femme existera, la femme ne sera pas reconnue. Voilà. Nous devons continuer à parler des femmes et qu'il n'y ait pas qu'une journée pour la journée de la femme. Nous devons tout simplement continuer à parler des femmes, mais aussi des hommes, et que les hommes et les femmes puissent se comprendre, s'entendre, et qu'il n'y ait plus ni d'égalité, ni de journée comme celle-ci. Sinon, voilà, cette journée de la femme est là depuis si longtemps que ça serait bien de s'en débarrasser. Merci à tous. Merci beaucoup, chère Sandrine Bonner. Et effectivement, c'est un combat d'égalité. Et c'est un combat d'égalité que nous devons mener tous ensemble, hommes et femmes réunis. En cette journée internationale des femmes, nous allons maintenant procéder au dévoilement de la plaque en l'honneur de la première femme à avoir présidé une séance à l'Assemblée nationale. Et donc j'invite sa famille à me rejoindre pour le dévoilement de cette plaque.